parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, que l'on retrouve sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple, sur le canal Parents et Amis également sur YouTube et bien sûr sur gillesparent.com. Alors que la mobilité est au cœur des enjeux écologiques et que les technologies repoussent sans cesse les limites de la connectivité, l'industrie automobile se transforme de façon radicale. Je trouve ça même agréable de voir ça aller. Ça va vite, ça change vite. L'avenue des nouveaux acteurs aussi qui sont issus de l'électronique, d'Internet élargit le champ des intervenants au processus de création et de fabrication automobile comme jamais. Le véhicule, de plus en plus connecté, emprunte de moins en moins d'acier, de chrome et de plastique au profit des nouveaux matériaux composites, des matières recyclées et des technologies de l'intelligence artificielle. Un monde en profond changement qu'on va regarder, analyser et essayer de comprendre avec Éric Lefrançois, collaborateur à la presse et à l'annuel de l'automobile. C'est notre invité. Bonjour Éric. Bonjour Gilles. Comment vas-tu? C'est très bien, merci. Écoute, ça bouge. C'est vrai que c'est un monde. Moi, je ne suis pas chroniqueur automobile, fait que j'imagine pour vous, pour les gens qui font ce métier-là, ça doit être fascinant et hallucinant de voir ça aller depuis quelques années. Ben là, on vit vraiment une étape charnière. Là. Et là, on a une bataille qui est en train de se dessiner, d'une part avec les constructeurs automobiles traditionnalistes, donc tous les Chrysler, Alfa Romeo, Toyota de ce monde. Et vous avez toutes les nouvelles, les jeunes pousses, ce qu'on appelle communément en franglais les startups. Donc des firmes comme Tesla, Lucid Air et Rivian. Donc, vous avez un tas de noms qui surgissent un peu partout et ça va définitivement avoir un impact considérable sur l'industrie automobile. On a plusieurs choses à toucher aujourd'hui dans ce balado, mais commençons par le phénomène le plus récent, un phénomène visible, dans le fond, pour le grand public, Éric, c'est-à-dire le prix de l'essence qui grimpe en flèche. On nous dit que c'est pas fini. Ça me fait toujours rire, parce que je dis à ma blonde, regarde, écoute, c'est toujours le côté dramatique, mais je dis pas que c'est pas vrai, là. Mais tu sais, le côté, ouais, c'est rendu 1,60 mais ça pourrait monter 1,80 à 2 piastres, tout ça. Puis c'est déjà rendu à ça. Si vous avez un véhicule qui utilise de l'essence super, vous êtes déjà rendu à 1,80 $. Oui, effectivement, tu as raison. Oui. Mais donc, on va frapper le 2 $ le litre aisément d'ici l'été. C'est à tout le moins ce que certains analystes prévoient. Là. Mais je me rappelle, Éric, que Pierre Fortin, l'économiste, avait dit, le jour, à l'époque, on parle il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, il disait, quand l'essence va être à 2 piastres, 2,25 comme c'est en Europe, là, ça va peut-être amener des changements. Mais tant que ça bouge dans du 1,25 $, 1,30 $, oui, les bonnes intentions, mais finalement, il y a plein de VUS, il y a plein de gros camions. Alors, ma question est à vous venir. Est-ce que le prix de l'essence, cette fois-ci, compte tenu de l'avancée des hybrides et des voitures électriques, est-ce que ça peut avoir un effet durable sur le choix des consommateurs? Bien, je pense que, d'une part, on va éliminer l'hybride. Déjà partant. Oui, je pense que ça va un peu. L'accélération vers l'électrique est foudroyant. Ah oui, hein? Carrément foudroyant. Il y a des gens qui ont tablé sur le fait que l'hybride allait être le modèle de transition, si on peut dire, entre l'essence et le tout électrique ou encore l'hydrogène, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hydrogène fait également pas mort partie. ça, Éric? Non? Ben, j'ai pas dit que c'était pas bon. C'est une autre solution. Non, excuse-moi, j'ai dit c'est pas mort. Ah non, c'est pas mort, okay. l'hydrogène. Il y a encore c'est intéressant d'entendre ça, parce qu'il y avait quelque chose de très, entre guillemets, clean, en bon québécois, là-dedans, très propre, en théorie. À Québec, vous avez des gens, vous avez Arnois, si je ne me trompe pas, qui a une station-service ultra moderne, ultra sophistiquée, qui coûte extrêmement cher aussi. Donc, ça pourrait être le frein. Mais vous avez, d'une part, l'hydrogène, et là, vous avez aussi des gens qui, sur le plan du carburant alternatif, donc un carburant qui serait complètement neutre. OK. Mais ça, on pourrait y revenir là-dessus, parce qu'il y a des gens à l'heure actuelle qui se disent, on va avoir plein de moteurs en aluminium ou en fonte, et qu'est-ce qu'on fait avec? Et là, on est en train d'essayer de développer un carburant alternatif qui va coûter, honnêtement, et je m'excuse de l'expression, la peau des fesses au moment où on se parle. Mais néanmoins, il y a quand même des recherches qui se font de ce côté-là. Dans le fond, on veut éviter d'avoir trop de voitures à scrap desquelles on ne sait pas quoi faire.
Ben, écoutez, là, à l'heure actuelle, je vois, moi, par rapport aux lecteurs de la presse, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. On est en 2022. Et ils se disent, ben là, on parle de l'échéance de 2035, l'interdiction de vente de voitures à moteur à combustion interne, donc des moteurs à essence ou diesel, si vous préférez. Et les gens se disent, ben là, habituellement, je garde ma voiture 10 ans, qu'est-ce que je fais, là? Est-ce que j'achète une voiture à essence, puis c'est ma dernière? Ou je fais déjà le saut vers l'électrique, ou est-ce que je devrais prendre une transition vers l'hybride? Donc, là, les gens aussi, là, on parle de la transition en termes de, pour l'industrie automobile, ça en est une chose, mais il y a aussi une transition de la part du public en général. Est-ce que donc, si on est une famille, si on est un couple, qu'on regarde ça, est-ce que tu penses que le prix de l'essence, c'est un élément majeur sur notre décision ou si c'est une réflexion beaucoup plus large qui est peut-être déjà entamée pour bien du monde? Ah non, je pense que les gens sont très conscients qu'à l'heure actuelle, on s'en va réellement vers la transition électrique. Ça, je pense que c'est très clair dans l'esprit des gens. La question, c'était de savoir à quelle vitesse cette transition-là allait se faire. Et c'est également la question que l'industrie automobile s'est posée pendant un certain nombre d'années. Vous avez eu des entreprises, des firmes automobiles, et je vais nommer notamment Toyota, qui a investi énormément dans le dispositif hybride et qui, aujourd'hui, pensait pouvoir faire une transition et surfer, si on peut dire, sur la vague de la transition. Et là, ils s'aperçoivent que, soudainement, la vague ne sera peut-être pas aussi longue et aussi prolongée qu'on le pensait au départ. OK. Donc, est-ce que, tu sais, d'une part, la question, si je prends moi comme consommateur, au départ, ce que je me disais, les premières interrogations quand l'électrique est arrivé, d'abord, c'est-tu pour moi? Première chose. Deuxièmement, est-ce que la subvention va continuer parce qu'on subventionne les prix étaient plus élevés? Est-ce que pour nos hivers québécois, c'est des questions de base que tout le monde avait là. Mais est-ce qu'on a éliminé ça? Est-ce qu'on a rendu ailleurs? L'autonomie, puis tout ça, est-ce qu'on parle d'un autre discours dans l'électrique? Est-ce qu'on a assez progressé pour que ces questions-là ne soient plus celles qui viennent nous hanter? Bien, d'une part, écoutez, il y a plusieurs Gilles dans votre, il y a plusieurs questions. Mais prenons le temps. D'une part, en ce qui a trait à l'autonomie, ça demeure encore un sujet d'anxiété pour certains automobilistes, mais je pense qu'on a franchi ce qu'on pourrait appeler la ligne bleue dans le camp adverse. À l'heure actuelle, le 300 km est aisément atteint aujourd'hui et on parle de plus en plus de 400. Donc, si on fait le compte, l'anxiété a beaucoup diminué de ce côté-là, de la part des consommateurs. Mais ça emmène des voitures qui sont forcément plus lourdes. C'est des plus grosses batteries, donc sont plus lourdes. Et ils sont plus lourdes, donc sont aussi, parce qu'ils sont des plus grandes batteries, sont plus longues à recharger. Donc il faut avoir un système de bornes qui est suffisamment performant pour recharger ces batteries-là dans un laps de temps relativement rapide. On est habitué, en ce moment, il y a tellement de choses qui se produisent dans l'esprit des consommateurs à l'heure actuelle. Si vous allez faire le plein d'essence, habituellement, ça va vous prendre quoi? 2 minutes, 3 minutes? Ouais, peut-être. Peut-être. Là, aujourd'hui, on voit l'industrie automobile est en train de développer, par exemple, des écrans d'infodivertissement où ce que vous allez avoir pratiquement un cinéparc dans votre voiture alors que vous attendez la recharge. Mais ça, là, ça va faire un temps. Les gens vont exiger de plus en plus d'avoir une rapidité de ce côté-là. Donc, vous allez avoir des développements technologiques qui vont survenir sur cet aspect-là également. Éric, qu'est-ce qui va faire que ça va aller plus vite? De meilleures piles qui se rechargent plus vite ou un système qui recharge plus vite de meilleures piles? Ben, en fait, là, ce qu'on parle actuellement, c'est beaucoup de la batterie sèche. Donc, c'est un nouveau procédé chimique qui fait que, d'une part, la batterie va être beaucoup moins lourde et va avoir une densité énergétique beaucoup plus grande. Mais on n'est pas encore arrivé là. Là, on parle d'un échéancier. Là, écoutez, c'est selon à qui vous parlez, on va vous dire qu'entre 2025 et 2030, il devrait y avoir une percée du côté de la batterie sèche. Si c'est le cas, merveilleux. À ce moment-là, vous allez avoir des batteries beaucoup plus compactes, plus faciles probablement et plus rapides à recharger. Et ça va être le développement technologique qui va arriver en ligne de compte. À l'heure actuelle, même si la technologie des véhicules électriques est passablement intéressante, il ne faut pas oublier que c'est quand même un type d'énergie qui est en profonde mutation également, là. Oui, effectivement. Vous voyez des changements à tout bout de champ. Là, vous avez une augmentation du nombre d'autonomies. On réussit, grâce à des logiciels, à augmenter justement, pas la densité de la batterie, mais à tout le moins l'autonomie de la batterie.
Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font de ce côté-là et c'est en pleine évolution. Et l'exemple que je donne souvent à des gens, c'est un peu lorsque vous recevez un dépliant publicitaire à la maison et vous dites, OK, c'est parfait, j'achète mon ordinateur portatif ou mon ordinateur de maison. Et là, vous revenez à la maison tout fier de l'avoir acheté et là, vous vous apercevez que finalement, vous avez une technologie un peu obsolète. OK. Parce que vous avez un autre dépliant publicitaire qui vous vend justement les mérites d'un ordinateur encore plus puissant, puis probablement vendu au même prix. Mais compte tenu du développement rapide de la technologie, de la science, Éric, on pourrait-tu se faire surprendre, mettons? Je lance n'importe quoi, puis ça va amener un élément de discussion. Pourrais-tu se faire surprendre puis apprendre un peu inspiré du hybride, mais de façon beaucoup plus efficace, un jour, les voitures électriques se rechargeraient d'elles-mêmes, soit d'une part avec l'aide du solaire ou encore par le roulement. Je lance n'importe quoi, mais je me dis, est-ce qu'on peut être encore surpris ou ça va toujours être du branchement jusqu'à la fin de nos jours, mettons? J'ai l'impression que ça va être encore du branchement pendant un certain nombre de temps, mais sauf que encore là, vous avez des plaques à induction. Ah, OK. Comme on voit, par exemple, à bord de certains véhicules d'aujourd'hui, où vous déposez votre téléphone portable sur une plaque, il se charge par lui-même. Est-ce que, par exemple, on rêve, là, on fait strictement rêver, mais j'ai déjà assisté à une présentation de ce côté-là, à l'effet qu'on pouvait, par exemple, mettre des plaques à induction sur une rue commerçante, par exemple, une commerciale, pardon. OK. Et à ce moment-là, les gens ne font que se garer, et à ce moment-là, la plaque émet et transfère l'énergie au véhicule. C'est pas impensable. C'est pas impensable. Non, c'est pas impensable, mais à quel coût? Oui, effectivement. C'est à quel coût? Mais oui, le coût, ça, c'est un autre sujet. On pourra prendre une heure sur le coût parce que quand on se met à parler du coût, on se dit tous, et mon Dieu, ça prend des subventions, ça coûte cher. Mais quand on se met à analyser ce que l'on dépense pour faire venir de l'essence puis remplir nos voitures, on se donne un certain jeu pareil. Il faut juste faire la balance. Parce que si on ne prend pas ça en compte, on va toujours trouver ça trop cher. Je ne sais pas si tu es d'accord. Mais je pense que malheureusement, on va assister au niveau de l'automobile, à tout le moins, peut-être à un retour en arrière en termes que, souvenez-vous, je ne peux pas vous dire ça, Gilles, parce que vous, comme moi, on n'était pas là, mais on peut avoir lu et vu et appris que au début, par exemple, du 20e siècle, l'automobile n'était pas accessible à tout le monde. Ah ben non. C'est pas tout le monde qui pouvait s'acheter une voiture. Dans les années 10, dans les années 20, dans les années 30. Et j'ai l'impression qu'on s'en retourne vers ça. OK, donc ça va devenir un objet de peut-être convoitise. Plus élitiste. Oui, okay. Ça va devenir un objet de convoitise. Ça risque de devenir aussi un objet qui va être peut-être réservé à une certaine élite. Mais sais-tu, les stats, Éric te donne raison. Je sais bien que tu n'as pas lancé ça en l'air pour le fun, là, mais le prix des voitures neuves depuis 10 ans, quand on fait la comparaison, a augmenté de 40 %. Le problème qu'on a, c'est qu'on fait des blagues entre amis autour d'une bouteille de vin, puis c'est toujours la même chose. On ne sait pas le prix de la voiture, on sait que ça coûte tant par mois. Mais finalement, les voitures ont quand même augmenté, les voitures neuves. Absolument. Puis, pas mal. Et à la faveur, mais aussi à la faveur, il faut faire attention, à la faveur aussi des VUS. Oui. Parce que écoutez, on va prendre un exemple qui n'est pas tellement vieux, mais ça va permettre justement aux auditeurs de bien comprendre. À une certaine époque, l'an dernier, en fait, Hyundai commercialisait un véhicule qui était la Accent. Un petit véhicule. Et c'est petit véhicule, petit sous-compact, que vous pouviez acheter pour à peu près 12-13 000 $. Mais vous aviez également la Venue, qui est en tout cas, à tout le moins, ça a une forme de VUS, mais ça n'a pas de traction intégrale, donc à 4 roues motrices. Mais c'était un véhicule qui coûtait 4, 5, 6 000 $ de plus au prix de départ. Donc, c'est le consommateur, finalement, qui a boudé la voiture comme la Accent, qui a été retirée du marché depuis, au profit, justement, des VUS. Parce que on est rendu avec des mini VUS comme la Kona, tout ça, qui sont des mini véhicules full équipe, mais qui sont... En fait, même la Kona, la Venue est sous la Kona. Donc, vous voyez... C'est encore plus... d'entrée de gamme. Vous avez plus d'entrée de gamme. Vous avez des véhicules VUS qui sont ce qu'on pourrait appeler des VUS urbains, qui sont dotés strictement de 2 roues motrices. Je pense, par exemple, à la Venue. Je pense également à la Nissan Kicks, qui sont exactement la Kia Soul. C'est un autre exemple aussi de véhicules qui sont très petits, mais qui remplacent finalement ce qui était avant l'entrée de gamme
d'un constructeur automobile. C'est une curiosité nord-américaine d'aimer autant, ou même canadienne ou québécoise, je te pose la question, d'aimer tant les VUS, parce que je me rends compte qu'autour de moi, malgré un discours très environnementaliste, je vois des VUS à toutes les entrées de cours. Enfin, je me dis probablement qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Ben, Gilles, vous savez, ce qui est un peu triste, c'est de constater qu'à l'heure actuelle, pratiquement, et je dis bien pratiquement, 8 véhicules sur 10 vendus au Canada sont des VUS. Donc, Et on la progresse, tendance- mais c'est relatif. on- Hein? Ben oui, mais on parle, je sais que Google a sorti une nouvelle à un certain moment donné en disant oui, il va y avoir le retour de la berline de l'automobile en général, mais j'ai pas l'impression que ça va revenir demain matin, là. La tendance est trop lourde, là, elle est trop forte. Elle est trop forte. Et pour répondre à votre première question, c'est non, l'engouement majeur est venu des États-Unis, mais ça s'est répandu comme une traînée de poudre un peu partout dans Est-ce le qu'il y a un monde. élément de sécurité, à ton avis, le fait de se sentir un petit peu plus haut? Je ne sais pas. Il y a deux éléments que moi je retiens. D'une part, il y a une question de polyvalence. Il faut reconnaître quand même que c'est un véhicule à haillons. Et à ce moment-là, vous avez une polyvalence accrue lorsque, par exemple, vous devez déplacer, disons, un meuble quelconque, ce que vous ne pouvez pas embarquer dans une berline. C'est pratique, entre guillemets, là. C'est ça, exactement. Et là, si je reviens à votre question initiale, à savoir, ben, les voitures coûtent de plus en plus cher, ben, les gens n'ont peut-être pas les moyens ou à tout le moins l'envie de dépenser, parce que c'est pas un investissement, c'est une dépense, l'automobile. Ben oui. Et ils n'ont pas l'intention d'avoir 2, 3 véhicules à la maison, donc ils vont en acheter un qui va être un peu le couteau suisse, si on peut dire, de la famille, et c'est un véhicule qui va se prêter à plusieurs usages. OK, donc un petit peu Donc de tout, ça, très pratique. Donc ça, c'est le premier Oui, élément. oui. Le deuxième élément, il y a aussi la question, vous le soulignez tout à l'heure, c'était la position de conduite élevée. Il ne faut pas oublier non plus il y a de moins en moins de jeunes qui prennent des permis de conduire, là, qui rêvent C'est vrai que c'est plus le d'évasion, rêve de des liberté. jeunes. Moi, j'ai un Non, gars de 18 ans, puis c'est loin d'être son rêve, ça l'emmerde. Le changement d'huile, il faut que je l'appelle. Tu fais ton changement d'huile. Vraiment, il n'y a aucun intérêt, alors que moi, mon premier grand rêve, c'était d'être autonome et libre avec Exactement. ma voiture. Bon, on a vécu ça, notre génération. Là. C'est ça, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Non. L'évasion se fait plus de la même manière. Donc, par conséquent, vous vous retrouvez avec une clientèle qui est de plus en plus âgée. Et cette clientèle de plus en plus âgée devient de moins en moins mobile. Il y a un char Donc- qui est bas, c'est dur à débarquer. Ma belle-mère me dit ça. Ça n'a pas de bon sens, je suis pas capable de débarquer du char. Je disais, elle a changé de char pour ça, elle. Ah oui, mais Ah oui. il y a des gens qui le font. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est un autre élément. Il y a aussi la question du voisin gonflable. Ah ben oui. Vous voulez être aussi haut que l'autre. Parce que lorsque vous avez une berline, vous devez pratiquement conduire avec un périscope aujourd'hui, là. Vous avez des VUS qui vous ceinturent de partout. Vous ne voyez pas ce qui se passe devant. Donc, vous dites, ben, à ce moment-là, je vais avoir une voiture aussi haute et à ce moment-là, je vais voir plus clair. Ce qui est curieux, Éric, parce que je parlais de statistiques tantôt du fait que les voitures ont augmenté de prix, donc c'est quand même un élément de valeur. Puis cet élément-là, je suis d'accord avec toi, c'est probablement que ça va continuer. Mais en même temps, il y a une statistique canadienne qui m'a renversé, c'est que 83% des Canadiens possèdent ou louent une voiture. Ça, c'est la stat canadienne. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'utilisation, c'est à peu près 5% par année en termes d'heures puis d'utilisation. Fait que finalement, elle est souvent dans la course, c'est ça qu'on veut dire. Bien, c'est sûr que la pandémie a certainement contribué à ça, mais en même temps, il y a une même variable de cette stat-là dit que les gens ne peuvent pas se passer de la voiture. Côté pratique, la fameuse liberté, c'est encore vrai. Donc, on ne l'utilise pas beaucoup, on la veut moderne et actuelle, puis on ne veut pas s'en passer, mais on ne prend pas tant que ça. Fait il y a une dichotomie là-dedans. Bien, absolument, mais encore là, c'est une question un peu égoïste, mais c'est aussi de la liberté individuelle, c'est la mobilité individuelle. On peut comprendre par la pandémie qu'il y a des gens qui veulent justement éviter les transports en commun pour les raisons qu'on connaît. Sanitaire, mais oui. ça a toujours été et ça va demeurer pour un certain temps encore. Donc, d'une part. Et d'autre part, ben oui, effectivement, il y a des gens qui... Moi, écoutez, il y a des gens parfois qui m'écrivent à la presse et qui me disent ben, je voudrais m'acheter, par exemple, une grande camionnette. Et je leur dis, ben OK, d'accord, et vous avez besoin de quoi? Ben en fait, c'est parce que faut que je mette mon bateau à l'eau au printemps et je vais la ressortir à l'automne. Mais là, j'ai dit, vous allez traîner une camionnette à l'année pour sortir et rentrer votre bateau. Ils ont dit oui.
Mais voyez-vous, c'est là qu'il faut changer justement les mentalités de la mobilité. C'est possible d'aller louer une camionnette aujourd'hui, Oui, mettre, mettre votre bateau à l'eau et l'en louer une à l'automne et sortir votre bateau de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'avoir un VUS à l'année, là. Mais là, on pourra en parler longtemps, mais il y a quelque chose qui est tout à fait, je dirais, impensable, mais il y a quelque chose d'émotif lié à l'auto. Des fois, tu te dis, j'en ai envie, mais finalement, je n'ai pas besoin. Fait que c'est beaucoup lié à l'auto. T'es au garage, puis finalement, c'est cette voiture-là. Tu tombes dans l'œil d'une couleur, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'impondérables liés à l'achat d'une voiture. Mais peut-être ce qui pourrait changer, Gilles, vous savez, c'est avec la pandémie et aussi, puis j'imagine qu'on va y venir, la question de la pénurie de microprocesseurs. Ben oui. Là, en ce moment, vous passez devant certains concessionnaires automobiles et hier soir encore, je voyais un concessionnaire automobile dans la grande région de Montréal qui avait une grande banderole en annonçant « Nouvel arrivage bientôt ». OK. La cour est vide. Ils ont pas de produits à vous vendre. Là, en ce moment, c'est sur commande. Et ça peut peut-être inciter des consommateurs peut-être à avoir le temps d'y repenser à 2 fois avant de transiger, puis de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un véhicule à temps plein? Sans être, oui, effectivement, sans être machiavélique, moi, je me dis, il y a cette situation-là que moi, j'ai pas vue depuis très longtemps. J'ai vécu, parce que j'ai 60 ans, 61, j'ai vécu l'après-crise du pétrole des années 70, les garages qui sont tombés comme des mouches, parce que là, écoute, ça coûtait trop cher. Puis j'ai vécu aussi les années 80 où ça coûtait 21 % pour acheter une voiture neuve d'intérêt. Fait que c'était complètement débile. Puis il fallait l'aide de papa pour avoir la première voiture. Ça a été mon cas à moi. Mais en même temps, je me dis, la pandémie a amené d'autres choses, un changement inattendu, en tout cas à mes yeux, peut-être pas pour toi, Éric, dans le comportement des consommateurs. Plusieurs forcés de le faire se sont mis à magasiner en ligne leur voiture. Puis on dit qu'aux États-Unis, on est passé de 2 à 4 % d'achats en ligne à près de 30 % en dedans d'un an. Et ce que les experts disent, c'est qu'il y en a qui vont garder cette habitude-là, comme bien d'autres habitudes de magasiner. Est-ce que tu es du même avis? Est-ce que tu penses que ça va changer? Puis, vois-tu, c'est ce qui est très drôle, c'est qu'on veut magasiner en ligne, puis on est en train de dire que les concessionnaires n'ont plus d'auto. Puis moi, je me dis, dans un avenir, peut-être de 5-10 ans, il y a peut-être des concessionnaires qui vont être obligés de fermer parce qu'il va y avoir un commerce en ligne fort. Tu vois-tu, il y a quelque chose qui, comme, se joint dans l'idée. Mais est-ce qu'ils vont fermer? Honnêtement, je ne crois pas. Okay. Je crois par contre qu'ils vont devoir se réinventer par contre. OK. Ça, c'est une chose. Ou ce qui est du commerce en ligne, on l'a vu un peu avec, ne serait-ce qu'avec Tesla, on le voit avec Polestar, qui est une autre jeune pousse qui dans le domaine électrique, qui est une co-entreprise entre la chinoise Geely et le suédois Volvo. C'est des achats en ligne. Genesis, qui est la filiale de luxe, on peut dire, de Hyundai. Oui. Exactement. Et ça aussi, c'est des achats en ligne. Donc là, de plus en plus, les gens... Mais il y a encore les gens ont remarqué que toutes les marques que je viens de nommer là, ils ont des espaces. Oui. Où les gens peuvent toucher la carrosserie, parce qu'il y a encore un besoin. S'asseoir dedans et sentir. Exactement. Mais c'est pas un achat qui se fait à la légère. J'avoue. Mais chez nous, ça a été souvent, malheureusement, à la légère. Et peut-être que c'est ce qui va changer comme comportement au niveau des consommateurs. Si vous allez en Europe, par exemple, ils n'ont pas des méga concessionnaires comme on a en Amérique. Vous ne pouvez pas arriver puis débarquer dans la cour d'un concessionnaire puis dire je pense que je vais prendre la bleue qui est au fond. Et souvent, d'ailleurs, Éric, juste pour ajouter à ce que tu dis, souvent, les concessionnaires sont en plein cœur d'un petit village. Fait que tu dis, voyons, ils mettent tous les autos. Ils en mettent 3-4. Ils en ont 3-4. Ah oui. Mais sauf que moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais parlé avec le président de Nissan au Canada, qui est un transfuge, en fait, là, qui se baladait un peu dans différents pays. Et lui, ce qui l'avait frappé en Amérique du Nord, lorsqu'il est arrivé au Canada, c'est de voir que les gens disaient, ils achètent une voiture le mercredi, ils veulent l'avoir le vendredi. Puis il dit, on livre la voiture. Parfois, c'est peut-être pas exactement la voiture que le consommateur veut, mais la personne se dit, mais non, mon beau-frère veut voir la voiture, j'en ai besoin le vendredi. Alors que lui, étant européen, un des anciens présidents de Nissan Canada,
Lui me disait, ben en Europe, c'est complètement différent. On voit la voiture, oui, parce qu'ils peuvent en avoir une dans la salle d'exposition, mais c'est un, excusez l'anglicisme, mais c'est un happening. Oui. Les gens débarquent en famille, ils commandent la voiture, commandent la couleur, commandent les options, et le concessionnaire va leur serrer la main et leur dire, écoutez, très bien, on se revoit dans 3 mois. Et là, il y a une période d'attente, un peu comme des enfants pour Noël. Et là, on vous appelle, puis on vous dit, bien, la voiture est là, elle est arrivée, puis elle est exactement ce que vous aviez commandé. Alors qu'ici, on a toujours eu, justement, la liberté de choix de débarquer chez un concessionnaire puis de dire, bien, je vais prendre la bleue, la rouge, la noire, peu importe. Est-ce que tu penses, Éric, que inévitablement, l'après-pandémie va nous ramener des concessionnaires avec des débordements de voitures, 500 voitures pareilles, 800, ou s'il va y avoir un héritage ou un apprentissage de ce qui vient de se passer? Il y a peut-être des concessionnaires qui vont dire, moi, soutenir 7 millions d'autos dans le cours, ça me fatiguait. 4 millions, ça fera bien. Mais il ne faut pas oublier non plus que les concessionnaires, lorsqu'ils se font livrer les véhicules, ils les payent, hein? Ils les payent. Oh, c'est pas en consignation par le constructeur automobile qui dit je vous en envoie 50 puis vous me payez quand vous les vendez, ben non. Exactement, non, ça fonctionne pas comme ça. Donc eux sont obligés de financer ça et par conséquent, c'est très coûteux, c'est très lourd pour eux. Et la semaine dernière, justement, là, j'avais une entrevue avec le président de Honda Canada qui disait que étonnamment, malgré l'absence d'inventaire, les taux de satisfaction de la clientèle n'ont jamais été aussi élevés. Ah bon? Parce que les concessionnaires ont davantage le temps de s'occuper de vous. Et les gens ont tendance à dire, ben finalement, je suis comme pas un numéro. On a pris le temps de m'écouter. On me dit, moi, je voulais avoir une voiture rouge, par exemple. Ben, c'est une rouge que je vais avoir. Et probablement que ça calme les attentes et c'est probablement une bonne chose. Qu'est-ce qui est en train On va peut-être apprendre de ça, effectivement. Oui, absolument. Dans l'industrie. Avant d'arriver aux composantes, les puces, tout ça, puis les manquements d'approvisionnement, je veux qu'on parle 2 secondes. Probablement que c'est un corollaire, mais je veux que tu m'en parles de la montée en flèche de la valeur des véhicules usagés. Est-ce que c'est quelque chose de circonstanciel temporaire, à ton avis? Est-ce que c'est uniquement catalysé par la rareté? Ben, c'est la rareté, d'une part. Okay. D'autre part, au Québec, moi, j'ai parlé avec des gens qui travaillent justement dans ce domaine et ils me disent, ben, c'est peut-être un peu le retour du pendule parce que apparemment qu'au Québec, on était moins cher qu'ailleurs au Canada, ce que j'ai encore un peu de doute à croire. Mais c'est sûr qu'il y a la rareté. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, les prix, oui, ont effectivement explosé dans certains cas parce que vous avez eu... les gens ne pouvaient pas avoir une voiture neuve, donc ils se sont dit, je vais avoir une occasion récente, et ainsi de suite. Et là, les prix, il y avait une demande. La demande est là, et l'offre est peut-être pas aussi intéressante dans tous les cas. Et ça, j'ouvrirai une parenthèse de ce côté-là, c'est que les gens se doivent absolument de redoubler de précautions à l'achat d'un véhicule d'occasion aujourd'hui. Pourquoi? Parce que autrefois, vous pouviez arriver puis dire, ben, j'aimerais ça savoir à qui a appartenu le véhicule auparavant. Mm-hmm. Alors, ils vont me dire, ben, c'est Gilles Parent qui avait la voiture, donc est-ce que je peux avoir le numéro de M. Parent? On me refilait, on va se parler, puis là, vous allez me dire à ce moment-là, oui, ben, fuyez un peu de l'huile, puis des choses comme ça. Aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Ça peut venir d'à peu près n'importe où, sans blague? Exactement. Une flotte de véhicules loués, ça se peut aussi, peut-être? Je sais pas. Vous avez, ça vient d'à peu près n'importe où. Et vous regardez, allez sur les annonces classées, vous allez voir les gens qui vendent les véhicules. La question primordiale à poser, c'est oui, est-ce que vous êtes propriétaire et oui, depuis combien de temps? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont des commerçants qui entre guillemets, se déguisent en particulier. Donc, donc ça aussi, il y a un paquet de choses, vraiment, c'est de redoubler de prudence. Il y a tellement d'outils qui sont disponibles auprès des consommateurs, que ce soit le RDPRM. On s'assure de la provenance de la voiture ou du numéro de série. C'est quoi le RDPRM, grosso? Ben, savoir s'il y a un lien financier sur le véhicule. OK. Aussi de vous informer auprès du concessionnaire. Essayer d'obtenir le maximum d'informations et de ne pas se limiter strictement à ce qu'on appelle le Carfax, que tout le monde essaie de vous vendre ou à tout le moins de vous montrer.
Ça, ils vont vous dire, ben, la voiture n'a jamais eu d'accident. Oui, mais si jamais, par exemple, pour une raison ou pour une autre, l'ancien propriétaire a eu une collision puis a dit, ben, moi, je veux vraiment pas que ça passe sur mes assurances, vous n'allez pas le retrouver sur le Carfax. OK, ouais. Ça ne sera pas dessus. Donc, prenez pas ça comme une parole divine, d'évangile, effectivement. C'est pas le cas. Est-ce que, le dernier point sur l'usager, est-ce que ça peut être aussi un effet du prix élevé des neufs? Des gens qui ont dit, écoute, c'est bien trop cher un neuf, moi, je chercher un petit usager à 20-25 000 km, puis ça va faire le travail. Oui, mais ça aussi... Ça existait avant, là, je suis pas en train de dire ça existait avant. Oui. Non. Mais sauf que les prix des véhicules d'occasion, ça risque de se stabiliser, je dirais, à peu près vers l'automne. OK. Au même titre qu'à la fin de l'été, peut-être au début de l'automne, au niveau justement de l'arrivage, ou à tout le moins des inventaires de concessionnaires devraient, en théorie, retrouver, si on peut dire, une part normale. La question qu'on se pose, en tout cas que je me pose, puis je la pose, est-ce que la pénurie des composants, des puces, des matières premières affecte encore les ventes? Puis est-ce qu'on peut croire à 100% que c'est un effet de la pandémie? Moi, je suis rendu qu'on paranoïe un peu sur toutes les nouvelles. Non, mais la question des microprocesseurs, c'est que de façon très simpliste, là, parce que c'est sûr qu'il y a des ramifications qui sont beaucoup plus complexes à travers tout ça. Lorsque la pandémie a éclaté, l'industrie automobile s'est dit, oh, attention, on est peut-être mieux de ne pas trop produire de véhicules parce que personne ne savait exactement dans quoi on s'embarquait. OK. Et à ce moment-là, vous avez eu des gens qui sont, avec la pandémie, les gens voulaient avoir un ordinateur portable parce qu'ils travaillaient à la maison, ils voulaient avoir ci, ils voulaient avoir ça. Et certaines autres industries sont arrivées et ont dit, ben écoutez, l'industrie automobile ne prend pas autant de microprocesseurs, nous, on va vous en prendre. OK. Pour 56 millions d'affaires. Et là, c'est là que l'industrie automobile s'est fait prendre un peu à son propre jeu. Ils n'ont pas anticipé justement qu'il allait avoir vraiment une recrudescence au niveau des ventes aussi rapide et que ça n'allait pas interrompre de façon aussi longue que ce qu'il y avait prévu au départ. OK. Mais par contre, les gens qui fabriquent les microprocesseurs sont arrivés et ont dit à l'industrie automobile, au GM, au Ford et autres de ce monde, prenez un numéro. Là, on doit servir Samsung, on doit servir LG, on doit servir Apple, et c'est des clients. Et eux aussi veulent avoir des microprocesseurs. Fait que la pénurie est réelle. Là, Non, la pénurie est parfaitement réelle. Les voitures... Sauf que l'avantage de cette pénurie-là, c'est que d'une part, il y en a qui ont réagi en se disant, là, on va faire des consortiums pour créer des nouvelles usines pour faire des microprocesseurs. Et il y en a d'autres, par contre, qui ont pris le problème d'une autre façon, qui se sont dit, est-ce qu'on a besoin d'autant de microprocesseurs? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une solution, si on peut dire, autre? Et il y en a qui ont trouvé des solutions autres. On pense par exemple à Tesla, qui utilise d'autres types de procédés. Et vous avez des gens comme Mercedes-Benz qui là se disent, là, je pense qu'on peut faire quelque chose d'autre que d'attendre strictement après notre fournisseur de microprocesseurs. Ils n'ont pas aimé la dépendance qu'ils ont là. Ils ont dit, faut travailler autrement. Il faut travailler autrement. Donc c'est ça emmène, la pénurie a emmené ça aussi. J'ai une question sur on va parler beaucoup lié à ça des voitures électriques parce que c'est l'avenir, puis c'est passionnant aussi. Mais prenons un exemple bien simple, parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est des compagnies, prenons Ford, l'exemple de Ford, ils ont des modèles connus, des modèles phares, c'est le cas de le dire. Oui. Et moi, ma question était, est-ce que présentement, pour la compagnie Ford, faire un F-150 à essence, peu importe le modèle, et faire un F-150 V ou électrique, il me semble que ça doit être une évidence que présentement, c'est encore beaucoup plus cher faire une voiture électrique. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Ça coûte beaucoup plus cher. Effectivement, ça coûte beaucoup plus cher, mais sauf qu'au même titre... ils n'ont pas le choix, c'est ça, je comprends. Ils n'ont pas le choix. Mais si on recule, prenons un autre exemple, la hybride. Lorsque Toyota est arrivé avec l'hybride, ils l'ont développé, là. Ils ont vraiment développé ce secteur-là. Et encore aujourd'hui, ils le développent encore très fortement. Mais il faut qu'ils rentabilisent cet investissement-là. Ouais. Et là, aujourd'hui, ils sont devenus des chefs de file en termes de hybride, alors que là, on est en train de basculer carrément dans l'électrique. Est-ce qu'ils sont tiraillés, à ton avis, sur le fait qu'ils ont beaucoup investi dans l'hybride, puis les voient... Ils sont pas fous à temps plein. Ah oui, non. Ils sont obligés de prendre le virage, c'est trop important. Ils doivent être en train de virer aussi.
Oui, ben disons qu'ils ont résisté longtemps. Oui, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi qu'au Japon, la dynamique est complètement différente de ce qu'on peut retrouver, par exemple, en Europe ou encore en Amérique du Nord. La question, par exemple, de l'hydrogène, la question de l'hybride est encore très présente en Asie. En Asie, parlons du Japon, là, en fait, OK. parce que la Chine est vraiment tournée vers l'électrique, mais ils sont très tournés là-dessus. Mais on a senti une forme de résistance de la part de Toyota pendant longtemps, de dire, ben, la voiture électrique, on n'est pas tellement sûr, il y a tellement de développements qui sont en train d'avoir lieu. Et là, par le fait même, on ajoutait au discours, ben, on a également des voitures hybrides déjà qui consomment très peu. Mais ils consomment très peu, mais ils consomment encore. OK. Et je pense que c'est ce discours-là qui ne tient plus là, aujourd'hui. Là. Les gens se disent, mais il faut cesser justement notre dépendance vis-à-vis le pétrole. OK. Dis-moi, Eric, est-ce que, parlons de plaisir de conduite ou de plaisir d'avoir une voiture, ça fait souvent partie des éléments. Ah, j'aime ça, le plaisir de conduire. Mais tu sais, outre les avantages pour l'environnement, si on parle des véhicules électriques, est-ce qu'on peut parler de l'électrique au point de vue du plaisir de conduite, de la performance, de la fiabilité, de la valeur de revente? Tout ça, est-ce que c'est réglé? Ben, c'est réglé. Ça dépend sur quel angle qu'on le regarde. Si par exemple, l'agrément de conduite, moi, je dirais que c'est pas encore l'agrément de conduite qu'on retrouve avec un véhicule à essence. OK. Personnellement, là, en tant qu'essayeur, je vous dirais que c'est pas la même chose. Il faut faire appel à beaucoup de technologies pour essayer de recréer cet agrément de conduite-là. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'agrément de conduite s'est déplacé, là. Le spectre, des gens de notre âge, en fait, l'agrément de conduite, c'était quelque chose en termes de tenue de route, de pouvoir, par exemple, négocier des parcours sinueux et ainsi de suite. Là, on parle d'une voiture une voiture ordinaire, là, électrique, qui pèse à peu près le poids d'une Rolls-Royce Cullinan. À cause des piles? Des piles. Les piles sont extrêmement lourdes. Et là, si vous n'avez pas de suspension pneumatique, ou vous n'avez pas 4 roues directrices, ça fait en sorte que les véhicules sont beaucoup moins intéressants à conduire. Mais attention, il faut replacer aussi dans le contexte qu'est-ce que l'agrément de conduite? Oui. C'est ça qu'il faudrait définir. C'est la même chose parce que pour tout le monde, c'est sûr que non. Non, ben écoutez, Gilles, vous comme moi, on est à peu près de la même génération. Souvenez-vous que nos oncles, en fait, disaient « Ah, la voiture porte bien ». Vous vous souvenez de celle-là, hein? Oui, ben oui. C'est pas parce qu'ils tenaient bien la route. C'est parce non. parce que les voitures étaient Un confortables. caprice classique, ça faisait un job, là. Ça portait Exactement. bien. Ça portait bien. Mais on parlait pas d'agrément. Mais c'était l'agrément de conduite à cette époque-là. Nous, on a connu l'agrément de conduite avec des voitures un peu plus sportives. Mais Avec un quand BM est tempérament. arrivé, puis Mercedes, me semble que j'ai comme une impression que ça a été, pour plusieurs, une révolution. Oui, absolument. La conduite européenne, un peu plus directe, là, tout ça. Ben, si on se reporte, par exemple, souvenez-vous, dans les années 70, vous aviez notre Jacques Duval national qui, en fait, lui privilégiait justement les voitures qui avaient des tenues de route sensationnelles et puis les voitures qui tenaient la route et ainsi de suite. Et là, en ce moment, ça a changé. Les gens, à ce moment-là, ont commencé à adopter, pas nécessairement à cause de Jacques Duval, mais je pense que les gens ont commencé à apprécier justement une voiture qui tenait la route, contrairement à ce que nos oncles disaient qu'ils portaient bien. Et aujourd'hui, les gens recherchent quoi? Ils recherchent le confort, oui. Si on regarde notre réseau routier qui est en lambeaux à plusieurs endroits, vous allez avoir une voiture qui est confortable. Oui. Et d'autre part, vous allez avoir une voiture qui est silencieuse. Oui. Et une voiture électrique, c'est drôlement silencieux. Est-ce qu'encore Tesla marque le pas? Est-ce que c'est encore l'exemple à atteindre? Ah oui, là, je pense que tous les constructeurs... C'est la référence? C'est la référence, oui. OK. Absolument. C'est encore la référence. Puis, honnêtement, je veux dire, on peut ne pas aimer Tesla, là, si vous aimez ou vous n'aimez pas le fondateur et ainsi de suite, mais il faut quand même reconnaître une chose à Tesla, c'est qu'ils ont carrément métamorphosé l'industrie automobile. Ils ont à peu près tout réinventé, ce qu'on ne pensait pas qu'ils Ça veut dire qu'ils ont vraiment brassé tous les grands qui étaient là depuis absolument. OK, Absolument. C'est un réveil. Absolument. Okay. C'est un dur réveil, je vous dirais. Un très dur réveil. Un dur réveil parce qu'on le voit, en préambule, on en parlait, des jeunes pousses, là, ce qu'on appelle communément les start-up. Là, des compagnies, quelquefois, on se dit, ils sortent de où?
Ouais. Ils sortent de nulle part. Au dernier CES, vous avez même une entreprise comme Sony, qu'on connaît très bien pour les PlayStation, qui se disent, ben, on est en train de regarder peut-être la possibilité de faire une voiture électrique. Vous allez à Taïwan, puis ça, on va les voir au Canada. Là on ne parle pas de science-fiction. Une compagnie comme VinFast, qui se spécialise, c'est un peu, écoutez, je vais essayer de vous le, sans leur porter atteinte, je vous dirais que c'est un peu le Hilton de Taïwan. OK. Et eux se sont dit, ben nous, on est spécialisé dans le service après-vente, service à la clientèle, et puis finalement, on voit une opportunité à faire une voiture électrique. Donc, c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et vous allez voir, leurs produits vont être en vente à compter de cette année au Canada. J'ai une petite bulle au cerveau, puis je vais te la partager. Ouais. J'ai vu cette semaine dans un magazine que Harley-Davidson avait décidé de faire évidemment, une moto électrique, un modèle de moto électrique, mais aussi, pour le côté vintage, un genre de mobilette électrique, mais qui va être Harley, donc avec... Fait que là, je me suis dit, OK, est-ce qu'on pourrait imaginer que, comme il y a l'électrique, on parle des mobilettes, on parle des vélos électriques qui sont en croissance. On pourrait-tu penser qu'un Ford, éventuellement, ferait des vélos, des motos, toute la gamme électrique? Est-ce qu'on peut voir des changements qu'on ne peut pas anticiper maintenant? Ben, ils peuvent. Si on parle de certains constructeurs automobiles, Ford, à ma connaissance, non, mais à tout le moins, je peux vous dire que... BM joue dans la moto aussi. BM, ils font aussi des vélos électriques. Ils font des vélos de route, mais ils font aussi des vélos électriques. Parce qu'ils sont dans la moto et dans l'auto, puis ils sont très bons dans les deux. Là. Ouais, ils sont plus connus avec l'auto, évidemment. Honda, ça va être la même chose. Okay, Honda aussi va se lancer dans la moto électrique aussi. Donc, vous allez avoir... Oui, c'est sûr et certain qu'ils vont élargir leur champ d'activité. Là. Ça, c'est clair. Je regardais une stat qui me faisait rire, mais en même temps, je me dis, OK, ça veut dire quelque chose aussi. En Norvège, janvier 2022, 19 véhicules sur 20 vendus ont été 100% électriques. Fait que c'est pas juste une curiosité. Là. Ça ne veut pas dire que ça va être de même partout. Mais si on a des phénomènes comme ça, on voit que la poussée des ventes électriques est condamnée à se poursuivre et rapidement. Oui, puis de toute façon, on l'a vu avec... la Norvège, ça date pas d'hier, qui sont vraiment les numéros précurseurs et en avance. Précurseurs et ça. Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais on voit encore une fois que c'est une question de législation. La même chose, si vous ne poussez pas les gens à avoir un véhicule électrique à l'heure actuelle, ça peut devenir un peu plus complexe. Si vous regardez juste au Canada, vous avez des provinces canadiennes qui veulent absolument rien savoir de ça. Oui. C'est vrai. Puis regardez, juste l'Ontario, à un certain moment donné, offrait des rabais aux véhicules électriques qui ont été annulés. Là. Parce que ça ne marchait pas, ou? Hein? Non, c'est une promesse électorale. Et honnêtement, là, je ne voudrais pas induire personne en erreur en disant quelque chose de faux, mais ça a été carrément éliminé. Alors que le Québec et la Colombie-Britannique sont quand même, si on peut dire, les fers de lance à l'échelle canadienne au niveau des véhicules électriques, et surtout le Québec. Et si on Québec est à l'avant-garde. Ouais, okay. Mais si demain matin, on élimine la fameuse subvention... c'est ça, c'est ma prochaine question. Si on l'enlève, est-ce que c'est aussi attrayant? Ben, si on regarde juste nos voisins à l'ouest, ça a été catastrophique. Oh, OK. Ça a été catastrophique. Ça a vraiment... Ça a coupé. Ils ont arrêté le soutien, puis les ventes ont baissé d'autant. Ben, les ventes ont baissé parce qu'à l'époque où ils en offraient, c'était éligible au niveau des véhicules hybrides rechargeables et électriques. Et je sais que j'ai parlé avec certains concessionnaires automobiles qui ont racheté des inventaires de concessionnaires en Ontario parce qu'ils se disaient, ben, écoutez, on va rester prêts avec. Les gens n'étaient pas prêts à payer le prix réel, si on peut dire, sans les subventions. Est-ce qu'on peut présumer que si on arrêtait les subventions au Québec, il arriverait la même chose ou si tu dis on est un peu plus avancé? Bon, on est plus avancé, oui, parce qu'on n'a quand même pas atteint là, le niveau critique. Là. Donc, je pense qu'inévitablement, puis surtout, on est dans une année électorale. Ouais. Je vois très mal que le gouvernement enlève ça cette année, à tout le moins. Mais par contre, on doit quand même ouvrir une fenêtre que ça ne sera pas éternel. La Chine, qui est aussi en avance de ce côté-là, a annoncé qu'ils allaient retirer ces subventions-là, eux, à la fin de la prochaine année. OK. Puis, est-ce que le volume va faire... ce qu'on voit dans un avenir prévisible, que le volume peut faire que les prix vont baisser, comme l'offre et la demande, dans le fond?
Ben, ils s'attendent. En fait, les pronostics puis les analystes à une certaine époque se disaient qu'en 2025, donc en fait c'est dans 3 ans, qu'il y aurait une parité en termes de OK. un véhicule à essence ou un véhicule électrique. OK. Là, à ce moment-là, la journée qu'on va atteindre cette forme de parité-là, probablement que les subventions vont tomber. Mais là, en ce moment, on n'est pas encore rendu là. Éric, on voit beaucoup les grandes corpos, Ford, GM et les autres, prendre des véhicules qui existent déjà puis en faire une version électrique. Est-ce que c'est parce que c'est plus rassurant pour le monde, c'est plus facile à vendre? Est-ce qu'il y aurait avantage à lancer des nouveaux modèles 100% électriques ou c'est une bonne idée que de prendre des modèles connus, rassurants, entre guillemets? Vous voulez dire en Ben, termes de nom, vous voulez dire? Ouais. Ou, Oui, c'est ça. parce que, Faire un nouveau modèle, mais 100% électrique, qui n'existe pas, mettons, chez Ford ou chez GM. On va OK. prendre peut-être pas le Cadillac, n'importe quel Non, modèle non, qui existe, puis on en fait une version électrique. C'est ça qu'ils font beaucoup, là. ben, ils font beaucoup. Ce qu'ils faisaient beaucoup, en fait. Parce que si on parle, par exemple, de prendre une plateforme existante, on Oui. va prendre un exemple un peu du passé, là. La Ford Focus, je pense que tout le monde à peu près connaît la Ford Focus. Oui. Et à un certain moment donné, on a dit, bon, on va lui implanter un propulseur électrique plutôt qu'un moteur à essence. Il y avait la version essence, il y avait la version électrique. Ouais. Mais par contre, vous êtes parti d'un châssis, d'une plateforme, d'une architecture. Là. C'est 3 synonymes, en fait, dans le jargon de l'automobile. Et vous en avez fait une voiture électrique. La même chose que Volkswagen avec la Golf. Vous avez eu la e-Golf, qui était finalement la même voiture, mais privée de son pot d'échappement, privée de toutes les composantes d'un moteur thermique. Ça, c'est plus vraiment la tendance. La tendance, c'est vraiment de partir d'une architecture qui est dédiée à un véhicule électrique. OK. Donc, c'est vraiment la tendance à l'heure actuelle. Est-ce que l'autonomie de la voiture est liée directement au poids de la pile? Parce que ce que j'entends, je me dis probablement qu'ils doivent travailler très fort à avoir des voitures moins lourdes, j'imagine. Mais est-ce que c'est lié... Mais moins lourd, faire en sorte que c'est un véhicule qui va avoir une autonomie moindre. Moindre? Oh, Ben OK. oui, non, moins lourd, plus légère, équivaut à une autonomie moindre. Si par exemple, vous prenez un exemple, la Mazda MX-30, par exemple. OK. Qui vient de sortir. C'est un véhicule 100% électrique, mais l'autonomie est inférieure à 200 km. Pourquoi? Parce que c'est une toute petite pile. OK, parce que c'est vraiment trop un petit. véhicule, OK. c'est vraiment un véhicule qui a un usage pratiquement urbain, avec un réseau d'infrastructures qui est suffisamment complet justement pour faire des recharges. Question nationaliste, est-ce que Hydro-Québec est pas mal là-dedans, les piles, puis les recharges, puis tout ça, parce que on avait manqué... Ils sont impliqués. En fait, la question, c'est pas tant Hydro-Québec, c'est de savoir pourquoi, par exemple, le Québec n'a pas de voiture électrique. C'est probablement plus la question qu'il faut se poser. C'est probablement... Moi, tu ris, mais Éric, moi, mon questionnement comme consommateur et citoyen du Québec qui paye des impôts et des taxes, me disait, il me semble que la première place où j'aurais imposé ça, c'est dans tout ce qui s'appelle véhicule urbain, les autobus. J'ai trouvé qu'on a pris du temps, autobus scolaire, subventionné ça. Bon, on le voit avec Lyon électrique. Oui, mais tu trouves pas qu'on est un peu en retard là-dessus? Tabarouette! Ben, on est en retard. Je pense pas qu'on est vraiment en retard. Mais il faut aussi... Il y a des gens avec qui j'ai parlé, puis je peux pas... Malheureusement, je peux même pas mentionner mes sources. Okay. Mais par contre, eux, ce qu'ils me disent, c'est que en région, c'est plus difficile de vendre, par exemple, un autobus scolaire entièrement électrique. OK. Dans les grands centres, ça va, mais il y a quand même une résistance, on peut dire, dans certaines régions du Québec. Par rapport à ce virage-là. Donc, si vous n'avez pas vraiment de demande, c'est difficile d'avoir une offre. Non, en fait, la question, c'est de savoir comment ça se fait-il lorsque vous voyez, on parlait des jeunes pousses, encore une fois, Lucid Air, Rivian, toutes ces entreprises-là qui ont démarré de nulle part. Comment se fait-il qu'au Québec, on n'a pas une voiture électrique? C'est un fait. Tu sais, nous autres, on n'arrête pas de parler de notre plus grande force, c'est-à-dire c'est une énergie renouvelable. Hydro-Québec, l'Ontario, c'est la même chose. Ils ont quand même... Et on a les conditions climatiques les plus extrêmes, ou parmi les plus extrêmes, à tout le moins. Donc, on devrait avoir une technologie et un savoir-faire qui, curieusement, ne se matérialise pas sur le plan de l'industrie. Il n'y avait pas une entente entre Hydro-Québec et BM sur le développement des piles? J'ai-tu rêvé ça ou... Il y a eu des ententes un peu avec tout le monde. Mais moi, je vais vous reporter plus loin que ça. Je vais vous reporter en 1993 ou 92.
le groupe Traction Couture. Oups. Je sais pas si ça vous... Je connais les Cretons Couture, c'est à peu près tout. OK. Ben, le groupe Non, je sais Traction pas c'est Couture, ils avaient pris à cette époque-là des véhicules qui étaient des Dodge Intrepid. Donc, ça rajeunit personne. Mais c'était une très grande On va leur berline. laisser. Oui, mais c'était une très grande berline à l'époque. Ouais. Et eux avaient mis au point ce qu'on appelle des moteurs roues. Donc, les moteurs étaient vraiment imbriqués dans la roue. C'était pas un nouveau concept. Parce qu'il faut se souvenir, pour ceux qui peuvent s'intéresser, il faut le savoir, Porsche avait déjà fait ce genre de choses-là au début du 20e siècle. Quand même. Mais le groupe Traction Couture était arrivé avec quelque chose plus moderne, miniaturisé, bien entendu, qui faisait en sorte justement que... Et on pouvait s'imaginer qu'à cette époque-là, moi je me souviens en 93-94, on se disait, c'est révolutionnaire. À ce moment-là, Hydro-Québec, parce que c'était une de leurs filiales, qui était TM4, on se disait, ces gens-là on va vraiment prendre le dessus. Et à cette époque-là, souvenez-vous, on en parlait, mais personne n'a vraiment vu jusqu'à l'an dernier que Bombardier aussi est impliqué à faire un véhicule québécois. OK. Donc, là, on faisait aisément le jumelage de Hydro-Québec TM4, des groupes Traction Couture et Bombardier, puis on se disait, le Québec va devenir finalement un constructeur automobile. C'est pas arrivé. D'une manière ou d'une autre. Et c'est jamais arrivé. Mais est-ce qu'on peut présumer, si on regarde la progression rapide, puis les avantages de ça, puis le discours environnementaliste qui est quand même pas juste un discours, là, c'est pas juste de la frime, on comprend qu'il y a une urgence. Je pense que les gens sont de plus en plus conscientistes. Est-ce qu'on peut penser qu'à peu près tous les véhicules, les camions remorques, les 4x4, les 4 roues dans le bois, tout ce qui s'appelle machine, tous les véhicules. Et véhicules récréatifs. Oui, mettons tout ça, motoneige, il va y avoir des versions électriques éventuellement. Ça, c'est inévitable. On n'a pas le choix. OK. Donc, on s'en va là. OK. Ça va être électrique, mais ça peut être aussi hydrogène. OK. De la combustible. Mais c'est encore électrique d'une certaine manière. Là. Puis est-ce que le réseau fait qu'on est capable de rouler sans avoir peur de toujours manquer? Est-ce qu'on n'est pas pire? Moi j'en ai pas de véhicule électrique. Je fais pas du Québec-Montréal, puis ça, je fais pas de la route tant que ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je sais que Tesla, pour avoir deux frères qui en ont, ils ont tous des systèmes qui leur disent, là, vous êtes correct pour, tout est calculé, puis ça, je comprends, là, mais... Ah oui, mais ils l'ont tous, là. C'est pas, OK, les véhicules ont tous ça. Bon. Mais est-ce qu'on est mieux paré? Est-ce qu'on est mieux organisé? On est mieux organisé. On a une meilleure structure de bornes de recharge. Ça, c'est clair. Il faudrait avoir encore davantage. Ça, c'est clair. En fait, il y a certains gens dans l'industrie automobile canadienne, j'entends, qui se disent, la voiture électrique, ça va vraiment prendre son essor la journée où il y aura autant de bornes de recharge que de stations-service au pays. Oh, on n'est pas là. On n'est pas là. OK. Eux s'attendent à ce que... Mais c'est sûr et certain que l'industrie automobile canadienne fait du lobbying avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, justement pour essayer d'avoir quelque chose de ce côté-là. Là. Ils se disent, on est prêt à en produire des voitures électriques. Là. On va en faire. Si vous voulez qu'on en fasse, on va en faire. Mais, de l'autre côté, si on fait des voitures puis les gens ne sont pas en mesure de les recharger, mais là, ça va poser un problème. Est-ce que, si on fouillait un peu, des compagnies là, qui exploitent surtout des stations-service, parce que tu m'ouvres la porte là-dessus, on va terminer sur ce sujet-là, les grands Mobile, Exxon, les grandes compagnies mondiales, est-ce que si on fouille peut-être pas tant que ça, on va se rendre compte qu'eux autres, ils ont mis des billes aussi dans l'électrique parce qu'ils veulent pas, ils savent très bien qu'à un moment donné, on va switcher. Là. On va être en train de le faire. Le meilleur exemple, regardez, puis c'est pas parce qu'on veut faire une publicité pour une pétrolière plutôt qu'une autre, mais vous avez, par exemple, des bornes de recharge ultra rapides chez Petro-Canada actuellement. OK. Donc, ça se fait, effectivement. C'est une autre ligne d'affaires, dans le fond. Ils n'ont pas le choix il faut qu'ils embarquent là-dedans. Là. Absolument. Ils n'ont pas le choix. Et ils le font. Oui, ils le font. Okay. Ils n'ont pas le choix. J'ai une dernière question pour toi. Quand on a parlé, Éric, de la conduite autonome, il y a eu beaucoup de développement. Tout le monde, tout le monde, je ne devrais pas dire ça, mais plusieurs se sont mis là-dedans, puis on nous a fait rêver. Puis là, on voit qu'il y a des limites là-dedans. C'est-tu quelque chose qui était juste pour pousser la science, comme par exemple la NASA pousse la science pour des technologies, ou si vraiment moi, j'ai jamais complètement cru, puis j'ai jamais eu le goût non plus d'avoir une voiture qui me mène partout, mais on est rendu là-dedans, mettons... Mais vous êtes un des rares.
Vous êtes un des rares, parce que si vous regardez les Tu rêves de ça, statistiques... de t'installer en Ah, arrière? pas du tout, pas du tout. Non, mais OK. mais Je par peux pas contre, croire, j'imagine que tu tripes à conduire, là. mais j'ai été surpris, par contre, d'avoir vu une étude à l'effet que au Québec, notamment, c'était une des provinces qui militait davantage pour avoir la conduite autonome. OK. Non, Donc, mais, en tout cas, moi, je comprends pas ça complètement, mais je me demandais, est-ce une bebelle, cette affaire-là, ou si ça va arriver pour vrai, là? Non, ça va arriver, mais honnêtement, je ne veux pas vous faire de peine, Gilles, mais je pense pas qu'on va être encore OK, on va être parti de de ce là, OK. monde. Oui. Parce que des Non, contraintes, on sait que c'est pas tout Il y a réglé. beaucoup de contraintes, mais par contre, il y a des avantages à avoir la conduite autonome. Il y a des avantages. Pensez par exemple aux personnes qui sont, par exemple, plus âgées, Oui. qui se voient retirer leur permis de conduire. Parce que malheureusement, c'est des drames qui arrivent aujourd'hui. Puis pour certaines personnes, c'est très difficile à prendre parce que c'est leur mobilité là, individuelle. Donc, la conduite autonome va apporter cet élément-là. Vous allez avoir un élément de sécurité aussi à l'effet, par exemple, que vous allez avoir une voiture autonome qui pourrait aller reconduire vos enfants ou vos petits-enfants à l'école, en toute sécurité aussi. La conduite autonome va permettre justement de minimiser, sinon enrayer totalement les pertes de vie humaines. Oui. Parce qu'il n'y aura plus d'erreur. Mais ça, il faut arriver avec un logiciel et un algorithme suffisamment puissant pour être en mesure. Puis on le voit là actuellement Oui. avec... c'est pas le cas, mais on s'en va vers ça. Tu On s'en touches... va vers ça. Oui, c'est intéressant parce que tu touches à Et- quelque chose... et- Oui. Vas-y. Et l'autre élément aussi, c'est que, puis l'argumentaire auprès des gens qui travaillent dans ce domaine-là, c'est qu'ils se disent, si vous regardez les gouvernements mondiaux à l'heure actuelle, il y a peu de gouvernements qui investissent dans de nouvelles infrastructures routières. Si vous avez une voiture autonome, vous allez pouvoir rétrécir les lignes. Et peut-être qu'à ce moment-là, au lieu d'avoir un 3 voies, vous allez peut-être avoir un 4 voies. Parce que la voiture va toujours se maintenir à l'intérieur de ces lignes-là. Donc, vous allez pouvoir augmenter la densité de la circulation et ça ne posera pas un problème. Va être meilleur conducteur que nous, de toute évidence, parce que Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. j'écoutais des spécialistes dire que si, c'est quelque chose de complètement théorique, mais si on avait sur une route juste des voitures autonomes, avec toutes les conditions gagnantes, là, on pourrait rouler tout le monde à 130 km/h, puis il n'y aurait jamais d'accident. Parce Exactement. que pour n'importe qui nous entend, parce qu'il y a quand même une grosse amélioration de la sécurité passive sur plusieurs véhicules, de plus en plus de véhicules. Il y a beaucoup d'améliorations extraordinaires qui font que le bilan routier, malgré le nombre d'autos, Éric, est quand même impressionnant, là. C'est-à-dire on s'améliore Oui. parce qu'on est mieux protégé. Mais n'importe qui a vécu une situation d'urgence avec le frein d'urgence sur des voitures qui existent, moi je l'ai vécu, je me suis rendu compte qu'il a breaké bien avant moi, là. J'ai vu quelque chose arriver devant moi, puis écoute, je peux te dire que le fameux frein d'urgence, quand ça freine, ça freine. Moi, j'avais ça sur la Jeep qu'on a, puis j'ai dit à ma blonde, je suis obligé d'admettre une chose qui est une évidence, mais quand tu le vis, tu le réalises. Ouais. Le système a freiné bien avant moi. Mais on perd de plus en plus le contrôle de notre véhicule. Si vous arrêtez à regarder, Oui. on laisse de plus en plus l'automobile dicter la voie, en quelque sorte. Si vous regardez, il y a des voitures aujourd'hui que si vous êtes à un feu de circulation, puis pour une raison ou pour une autre, là, vous regardez votre copine ou vous avez la tête ailleurs, et la voiture va vous envoyer un signal sonore pour vous dire, ben là, avancez, là. On devient de plus en plus Les paresseux. régulateurs de vitesse aussi automatiques avec les distances. Régulateurs, C'est de plus vous en plus avez commun, sans dire que tout le monde a ça, là, mais c'est plus commun. les capteurs d'angle mort. Ça, c'est fantastique. Pour moi, c'est une des plus belles. J'ai dit à ma blonde, dans mon petit monde à moi, là, je trouve que c'est une des plus importantes améliorations que j'ai vues de ma vie. Ouais, pour la sécurité. Oui. Quand ça sonne, moi j'écoute ma musique, là, puis la musique arrête, puis ça sonne. Pip, pip, pip. Je peux te dire que là, je sais que si je bouge encore, je me fais rentrer dedans. Oui, c'est ça. Mais ça, de plus en plus, on vous retire de plus en plus vos responsabilités. Le problème, c'est que pour rendre la voiture de plus en plus accessible à tout le monde. Ah, c'est ça le but. Merci beaucoup, c'est ça qui est Éric. le but. Merci, Éric, d'avoir partagé avec nous autres. On va se reparler, c'est sûr. Écoute, puis je suis content d'avoir tes lumières. Puis j'imagine que des essais d'auto en masse, malgré qu'il n'y en a plus d'un concessionnaire, vous autres, vous avez la chance peut-être d'en essayer, je présume? Oui, mais c'est plus lent que c'était OK. autrefois. Les lancements sont de plus en plus espacés, puis avec la COVID, c'est de plus en plus complexe. Là.
OK. Une dernière question de curiosité. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as essayé récemment qui t'a ravi? Moi, j'entends parler, je ne sais pas si tu as déjà essayé. En tout cas, vas-y, réponds à ma Non, question. Mais c'est j'allais quoi? parler de la Volkswagen ID4. Là, tout le monde me parle de ça, puis je ne sais même pas à quoi ressemble, mais... Mais c'est un petit VUS, ouais, ben, c'est un VUS de la taille d'un Mustang Mach-E ou encore. OK. C'est vraiment la catégorie qui monte là, à l'heure actuelle. OK. Il y a un buzz? Est-ce que je me trompe? Il y a un buzz sur cette voiture-là? Bah, non. Non? Je pense pas. Donc, je me trompe. Yes! C'est pas moi Non, mais je veux dire, il y a un buzz. Je pense que tout ce qui est électrique à l'heure actuelle, Oui, il y a un OK, buzz. OK, Il y a je un comprends. buzz de ce côté-là. Là. OK, parfait. Le buzz Ben, reste... mais le Gardons-le buzz sur est- Tesla. Ben, pas juste Tesla. Il y a d'autres constructeurs automobiles qui offrent des choses, je dirais pas nécessairement tout à fait comparables à Tesla en termes d'autonomie et de performance électrique, mais vous avez des voitures qui sont tout à fait honorables là, du côté électrique de constructeurs traditionnalistes, là, entendons-nous. Bon, ben ça fait le tour. Merci beaucoup, Éric. À la prochaine. Plaisir. À la prochaine. Merci. C'était très gentil. Éric Lefrançois, collaborateur à la presse et à l'annuel de l'automobile.